tous à fermer à 18h et à réouvrir à 18h01. À ouvrir pour qui? Pour le public. Toutes les sociétés d'imprimantes 3D, notamment en Californie, sont ouvertes tous les soirs, on va dire de 18h à 22h à peu près, avec les employés qui restent bénévolement, et en particulier les ingénieurs. Et là, vous avez les gens qui viennent voir en disant « Bonjour, ce truc-là, je pourrais le faire avec une imprimante 3D. Montrer, c'est quoi? Ah ouais, pas de problème, on va vous expliquer. » Et donc là, en ce moment, nous sommes dans cette logique de pionnier que l'on voit apparaître dans l'économie américaine, où tout un tas de gens disent « Ah, mais je ne pensais pas que mon activité va pouvoir être bouleversée par cette nouvelle robotisation. » Et vous savez qui c'est qui, à 22h, attend le public qui sort des entreprises? Il y a un succès absolument colossal de cette initiative. Qui c'est qui, à 23h, attend devant les grilles en disant « Alors, qu'est-ce qu'il a dit l'ingénieur? Ça marche ou ça ne marche pas le coussin ?» Oui, ça marche. Eh bien, ce sont des financiers qui disent « Bonjour, nous allons vous aider à développer votre projet. » Les États-Unis vont devenir la première puissance du monde, ou plus exactement, vont rester plus première puissance du monde grâce à l'imprimante 3D. C'est ça, en ce moment, ce qui est en train de se passer. C'est une espèce de révolution du quotidien, de révolution de mode de fonctionnement qui est en train d'irriguer l'ensemble de l'économie, mais de l'irriguer par le bas, on va dire, vous voyez, par le terrain, par les gens réels qui commencent à produire, qui commencent à envisager la manière de modifier complètement leur logique de production, leur logique de réalisation, leur logique d'innovation. Ça, c'est évidemment absolument passionnant. Mais c'est encore toujours que de la tête d'épingle. On n'est encore qu'au tout démarrage de ce que l'on peut envisager. La robotisation, c'est quelque chose qui va aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'organisation de la société de tous les jours. C'est quelque chose qui va bouleverser complètement, non seulement évidemment la manière de se mouvoir, mais aussi la manière de travailler. C'est quoi la projection? Quelle est la projection que l'on peut envisager de ce point de vue? Souvent pour l'imager, et donc j'arrive à l'élément que vous vouliez que j'aborde absolument, souvent pour l'imager aujourd'hui, on dit toute cette robotisation va modifier complètement notre logique de l'habitat. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de l'habitat qui est en réalité une extrapolation. Alors je vous dis, demain, on va avoir au conseil, on arrive avec nos grandes règles, c'est-à-dire la grande spécialité des gens qui font des prévisions, c'est tirer des traits à partir de ce qu'on avait déjà vu juste avant. Vous voyez, on dit, ah bah là, la pointe est là, donc on continue, bah voilà, dans 20 ans, on sera là. Vous voyez, le truc typique pour ça, c'est par exemple les prévisions qui sont faites par la CIA tous les ans, préfacées par mon ami Alexandre Adler, ou alors là, ils ont été grands spécialistes des grands traits de règles, vous voyez, qui à chaque fois, ah zut, non, dis donc, juste après, ça a décroché. Ah bon, bah alors refais le trait, alors donc, hop, on refait le trait, ah bah non, ça marche toujours pas. Donc là, typiquement, effectivement, dans l'urbanisation et dans la façon dont on envisage le mode de fonctionnement du monde, oui, là, remarquez, là, je sens que les sourires se font un peu crisper parce que vous allez être concernés, évidemment, par ces questions-là. Par le grand trait de règle en disant, voilà combien on doit mettre en chantier de logement, en préparation de tout ce qu'on avait envisagé jusque-là. L'idée, la façon dont on entend déjà ces choses-là aux États-Unis, bon, je prends les États-Unis évidemment qui sont de ce point de vue les plus proches de nous en termes de culture, plus proches que l'Asie ou de la Chine, et en même temps les plus en avance parce qu'eux, ils osent aller vers le nouveau modèle, c'est de dire New York est mort, Los Angeles va gagner, mais Los Angeles a déjà disparu. Alors ils veulent dire quoi par ce biais-là? Ils disent New York est mort, New York c'est la ville du 19e siècle et du 20e, c'est-à-dire la ville d'empilement. On empile les gens, pourquoi? Parce qu'à la base, c'est une raison économique. Enfin, même c'est au départ une raison démographique. Les campagnes n'arrivent plus à nourrir les gens, donc on les rassemble à des endroits, on les met, on va dire, le plus concentré possible pour qu'ils produisent le plus et qu'ils puissent consommer le plus vite possible. Ça, c'est la logique de la ville du 19e et du 20e siècle. On va dire c'est une logique, entre guillemets, anormale, si vous regardez bien dans l'histoire humaine. Alors vous avez évidemment l'exemple de Rome, qui commence dès l'Antiquité à inventer les gratte-ciel, on les appelait les îles à ce moment-là, donc c'était aussi poétique, mais ça représentait la même chose. Mais cela étant, quand vous regardez dans l'histoire humaine en général, l'idée n'est pas dans la concentration verticale. L'idée est plutôt dans le fait que plus la population augmente, plus elle a tendance à s'étendre sur des territoires de plus en plus larges. Et donc ça, c'est l'idée de dire, eh ben en fait, c'est Los Angeles. Los Angeles, c'est la ville sans centre. Il n'y a pas de centre-ville. C'est-à-dire, c'est une ville tentaculaire qui augmente au fur et à mesure que la population arrive et qui, en fait, se structure en de multiples communautés.
Et donc, vous avez de ce point de vue, vous voyez, l'apparition progressive d'une logique d'urbanisation. Alors, parfois même, aujourd'hui, on n'utilise même plus le terme urbanisation. Je ne sais pas si vous savez, en matière de recherche, on a un gros pôle de recherche qui a été lancé au niveau européen là-dessus, qui est pour le moment centré sur le Nord et sur la Belgique, enfin sur les Pays-Bas, mais enfin avec tout un tas d'universitaires de différentes spécialités européennes qui travaillent tous là-dessus. On n'utilise même plus le terme d'urbanisation parce qu'on est très intéressé justement par la question de la ruralité. En disant, en fait, la vraie nouvelle frontière, c'est la ruralité. Et quand on utilise le terme ruralité, c'est justement pour ne pas parler d'agriculture, en disant ce n'est pas la question agricole qui est un autre grand défi, c'est juste l'idée qu'on est en train de voir la nappe de population qui va de plus en plus, on va dire, se répartir sur une ruralité, sortir de la ville. Los Angeles n'est déjà plus rien. Sa frontière, la frontière de la ville disparaît. Et la frontière entre la ville et la ruralité tend à disparaître, et donc va nous permettre d'avoir de multiples centres, petits centres communautaires. Alors, ces petits centres communautaires, là, ils nous amènent probablement à ce qui peut être une vision d'ores et déjà, alors je le répète, on se trompe tout autant en faisant des prévisions iconoclastes qu'en faisant des prévisions orthodoxes, hein, donc tout le monde se trompe. Mais enfin, vous voyez, pour mes étudiants, quand en ce moment, ils sont en train de... On essaie de leur faire comprendre ça. Bon, ce sont des gamins de 20 ans, alors eux, ils sont plutôt quand même sensibles à ça. Mais je leur dis, premier TD, vous allez voir le film Retour vers le futur 2. Alors, Retour vers le futur 2... donc en général ils ne sont pas contre. Donc deuxième TD, c'est voir The Social Network, hein, le film qui me raconte l'ascension de Zuckerberg. Hein. Mais bon, le premier TD, Retour vers le futur 2, je vous le conseille, il a été tourné en 1989. Vous savez, vous vous souvenez, c'est une voiture extraordinaire qui vous amène dans le futur et puis qui vous ramène après, si tout va bien, si la voiture n'est pas en panne. Hein. Et donc Retour vers le futur 2, pourquoi il est typiquement bien? Parce que la voiture, elle emmène le héros, à l'époque, 1989, en octobre 2015. Et là, vous allez voir comment, en 1989, on se plantait totalement en imaginant ce que pouvait être 2015. Mais alors, mais vraiment grande largeur. Hein, donc, juste pour vous dire, d'ailleurs, on pensait qu'on aurait des skateboards à réaction. Hein, donc, alors, donc, entre autres, hein, parce que entre autres erreurs. Hein, donc on voit à quel point nous n'arrivons pas à nous projeter. On voit à quel point nous n'arrivons pas à gérer l'incroyable évolution de la science, l'incroyable ébullition qu'a pris l'humanité depuis, on va dire, 30-40 ans, mais qui est en train, là, de s'intensifier sans cesse. Mais pour revenir donc sur cette idée de communauté, ça, c'est quand même quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, en disant, en réalité, tout ce qui est concentration et qu'on connaissait jusqu'à maintenant était lié à la nécessité de produire ensemble. Et la nécessité de produire ensemble, si vous regardez bien, ça ne vient que de la production industrielle, on va dire, 19e siècle.